Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Mounir Satouri sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer son engagement contre le nucléaire. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la Commission européenne. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin des frais d'itinérance. Les expressions populaires, être enroué, les Français disent avoir un chat dans la gorge. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Nos invités aujourd'hui, Romain Blotaz, chargé de projet à la formation Pop School, formation qui aide à la cybersécurité, en tout cas au métier du numérique et de la cybersécurité. Avec lui, Emna et Nicolas, deux stagiaires. Bonjour à vous trois. Bonjour. Pop School, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avant tout, Pop School, c'est une école de formation professionnelle au métier du numérique. Cette école est assez récente puisqu'elle date de 2013 et c'est une structure qui a décidé de prendre à bras-le-corps le problème du numérique parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en recherche de stagiaires et très peu de stagiaires qui se sentent en capacité d'entrer dans ces dispositifs-là. Ce sont des nouveaux métiers, notamment la cybersécurité. 5 à 10% des entreprises consacrent un budget pour ça, à la sécurité. Est-ce que c'est suffisant, pas assez ? Alors, non seulement ce sont de nouveaux métiers, mais ce sont déjà des métiers assez connus dans d'autres pays, mais ce sont des métiers très émergents en France où il y a énormément de demandes et de besoins au sein des différentes entreprises, que ce soit des grands groupes comme des petites startups qui ont besoin de défendre toute la partie sécurité numérique. Effectivement, quand vous avez une entreprise, il est aujourd'hui très difficile de sécuriser son entreprise sur les datas, sur le numérique, et pour autant, ce sont des postes qui sont très importants parce qu'ils permettent d'apporter un certain nombre de choses et d'outils à ces entreprises pour se défendre et pouvoir prospérer dans le monde et le marché du travail. D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont attaquées, en tout cas une cyberattaque. Là, j'ai un chiffre sous les yeux. 81% des entreprises françaises ont été visées par une cyberattaque en 2015. C'est quand même assez conséquent. Et c'est une vraie réalité. Il faut savoir qu'en plus, la difficulté, c'est que ces structures et ces entreprises ont du mal à trouver des personnes qualifiées qui ont les compétences nécessaires à pouvoir protéger leurs entreprises, et pour autant, nos formations sont là pour aider des personnes comme Nicolas et comme Emna à découvrir un métier, alors qu'ils n'ont pas forcément, à la base, pour les stagiaires qui viennent chez nous, des compétences particulières dans le domaine du numérique. On ne prend que sur la motivation et qui viennent directement se former à un métier en 6 mois, en 8 mois, parfois en 10 mois, en fonction des rythmes et des différents diplômes. Emna et Nicolas, vous êtes là pour ce métier de l'avenir, en fait, finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette formation à Pop School? Alors, personnellement, j'ai été surtout dans une recherche de reconversion professionnelle, déjà à la base. Je viens du milieu de la culture et je cherchais effectivement plutôt à m'orienter vers tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, parce que c'est un domaine qui me passionnait. Et par hasard, au gré de différentes recherches, je suis tombé sur la formation donc, DSH à Pop School. Et c'est comme ça que j'ai fini par candidater et que je me retrouve aujourd'hui stagiaire au sein de la première promotion ici au campus numérique. Vous avez dit DSH, qui veut Data dire Security Helper, c'est-à-dire qu'on est formé en fait pour pouvoir aider les entreprises à sécuriser leurs données, et à assurer leur sécurité numérique. Emna, votre parcours, votre découverte de la formation? Alors moi, je viens d'un milieu complètement différent. J'avais aucune notion d'informatique ni quoi que ce soit. J'étais dans la petite enfance, du coup, c'est complètement aucun rapport. Donc, c'était avec... je suis partie dans un forum et c'est du coup, c'est à ce moment-là que j'ai... Pris goût, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce côté informatique et ces nouveaux métiers? Alors, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, mais c'est vraiment très difficile d'entrer dans ces métiers parce qu'il faut avoir déjà des connaissances. Et vraiment, c'est une formation que je recommande pour les personnes qui veulent faire de l'informatique et qui n'ont pas forcément des notions. Voilà. Comment ça se passe? Là, vous avez commencé en octobre 2019, on est à un petit peu plus de 2 mois. Comment ça se passe? Alors, le rythme est un peu plus soutenu en cette fin d'année. On attaque vraiment le programme du CEH. Donc, il y a les certificats qu'on va passer à la fin de notre formation. Le certificat des Ethical Hacker, qui est un certificat très reconnu à l'international notamment et qui embauche énormément dans les entreprises. Qui embauche énormément, je crois que c'est le 5e certificat le plus recherché, en tout cas il est dans le top 5 des certificats les plus recherchés au monde. Donc on est formé pour l'obtenir. Là on commence vraiment à rentrer dans le dur, mais
bon, ça reste aussi un métier qui est fait pour les passionnés, donc c'est toujours plus facile aussi de s'investir. Donc ça devient, je dirais pas plus difficile, mais en tout cas plus passionnant et plus prenant. Concrètement, Emna, c'est une journée à la Pop School, c'est quoi? Alors, c'est de la bonne humeur. On a un formateur vraiment génial. Du coup, c'est un plaisir chaque jour de venir apprendre. Et vraiment, c'est toujours passionnant chaque fois. J'attends toujours avec impatience de venir. C'est théorie, c'est pratique, c'est voilà, qu'est-ce qu'on vous apprend en tout cas, c'est quoi? C'est des exercices, on vous met des pièges et on essaye de déceler ces pièges-là, comment ça se passe? Alors, on a un petit peu de théorie, forcément, hein, c'est normal. Après, il y a de la pratique. On fait des TP sur plusieurs jours. Et voilà. L'idée étant de suivre un certain nombre de contenus qui sont apportés par un formateur. Alors, sur les 6 mois de formation du DSH, on a 10 modules qui sont abordés les uns après les autres pour apprendre le métier et découvrir le métier plutôt à travers la pratique. À Pop School, on travaille dans le pratique et on ne travaille pas du tout en apprenant des codes ou des théories ou des contenus de formation qui seraient délivrés comme dans une formation qu'on pourrait avoir plus scolaire. On est vraiment sur un dispositif qui est aussi ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence de diplôme à l'entrée en formation, seule la motivation est importante, et face à ça, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'ouvrir la formation à un maximum de monde, et donc de travailler sur de l'expérimentation. À Pop School, dans une formation DSH, on essaye. Un autre exemple concret, on met en place très prochainement une formation d'IoT Maker. Donc ce sont, vous savez, ces personnes qui font les puces connectées des téléphones ou de n'importe quel objet connecté ou de votre voiture. Eh bien, pour cette formation-là, c'est pareil. On a des imprimantes 3D, on va mettre en place des imprimantes 3D. On a déjà sur Gonesse un établissement qui fait ça. Et les personnes viennent faire des projets, montent des projets, construisent des objets pour pouvoir apprendre le métier de manière extrêmement intensive. Ce sont des formations, et ils ont beaucoup de courage, lourdes et intenses. Mais la motivation suffit à elle-même. Oui, justement, voilà, j'allais parler du profil, en tout cas des stagiaires. Donc vous parlez de la motivation, pas uniquement en fait. Vous êtes ouvert déjà à tout horizon, tous horizons. Totalement. Et il faut savoir que grâce à notre statut de grande école du numérique, grâce à l'Europe qui nous accompagne aussi dans ce projet, grâce à la politique du territoire de 50 ans en Yvelines qui est assez dynamique sur le sujet, avec tous les pôles d'entreprise qu'on connaît dans le territoire, ce sont des formations qui sont gratuites pour les apprenants. C'est-à-dire que l'apprenant vient, s'inscrit, et si la motivation lui permet d'entrer en formation de manière sécurisée, parce qu'on s'attache quand même à permettre aux stagiaires qui s'engagent chez nous d'avoir les moyens de réussir leur formation, eh bien, si ça marche, le reste fonctionne et les stagiaires viennent directement en formation sans même avoir à la payer eux-mêmes. Et c'est un vrai avantage pour l'emploi, pour des personnes qui seraient dans des situations totalement différentes. On a de la reconversion professionnelle, on a des personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas forcément de qualification particulière et qui ne trouvent pas de travail. L'idée, c'est vraiment d'être ouvert à tous, notamment aux femmes, parce qu'on sait que dans les métiers du numérique, les femmes sont malheureusement encore trop absentes. Et notre objectif, c'est aussi de donner un maximum accès à ces formations aux femmes qui cherchent un nouvel emploi dynamique et avec de très belles perspectives. Justement, j'allais y venir, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est ce soutien par l'Union européenne. Comment il s'est opéré justement? Alors, à travers un certain nombre d'accompagnements, puisqu'il faut savoir qu'il y a déjà énormément d'écoles Pop School qui sont et qui existent dans le nord de la France, et au travers d'un certain nombre d'échanges avec des premières expérimentations de formation, l'Europe a souhaité intervenir aussi sur le dispositif de formation pour justement nous donner la possibilité de rendre accès à cette formation à des personnes qui n'en auraient pas les moyens. Et donc, ils ont décidé effectivement de supporter aussi une partie du coût de la formation pour nous accompagner dans la démarche et pour donner la possibilité d'ouvrir cette formation à tous. Emna, Nicolas, c'est concret, cette formation, ça donne envie, on y croit, on a envie d'intégrer ces métiers du numérique? Concret, oui, clairement, c'est vraiment un terme qui le définit plutôt bien. Le fait que notre formateur soit lui-même un professionnel, ça permet de faire le lien aussi très rapidement, puisqu'il adapte sa pédagogie à la réalité des métiers que l'on va devoir exercer. Donc on est vraiment en plein dans ce concret. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi le charme et la réussite, je pense, de tout ce qui est formation à la Pop School. Justement, très rapidement, le métier que vous envisagez, c'est DSH, c'est ça tous les deux? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, mais c'est une réalité, en fait. Enfin, c'est un terme qui regroupe plusieurs métiers différents. Par exemple, un pen tester, un expert ou un analyste de risque. Donc, personnellement, je m'orienterais plutôt soit vers le pen test, soit vers l'analyse de risque. Mais bon, après, je me laisse quand même encore le choix par la suite. Pareil, DSH, c'est ça, hein?
Oui, alors franchement, moi, je sais pas encore. J'ai réfléchi parce que c'est vrai que j'ai pas pour l'instant d'idée pour ce que je vais faire plus tard, mais j'aimerais soit peut-être plus m'orienter, comme il disait Nicolas, du coup, dans le pen testing, sur moi aussi. Du coup. Bien, merci à tous les trois, merci Romain Blotaz, merci Nicolas, merci Emna d'être Merci à venus. vous. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la Commission européenne avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi? Olivier Genex, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi la Commission européenne? La Commission européenne, c'est une institution qui peut rappeler notre gouvernement national en France. Quand on regarde concrètement ce qu'est la Commission européenne, c'est une institution qui est composée donc de 27 commissaires, un commissaire par État membre avec un président. Et c'est une institution qui a notamment 4 fonctions. Qui a une première fonction qui est le monopole de l'initiative législative, c'est-à-dire que tous les textes législatifs qui passent au niveau de l'Union européenne sont toujours d'origine de la Commission européenne. La deuxième fonction qu'a la Commission européenne, c'est une fonction exécutive, c'est-à-dire de faire appliquer les textes. Troisième fonction qu'a la Commission européenne, c'est une fonction de gardienne des traités. Ça veut dire que c'est elle qui va faire en sorte et qui va s'assurer que les États et les entreprises respectent le droit européen et qu'elles appliquent ce droit européen. Dernière fonction qu'a la Commission européenne, c'est une fonction de représentation diplomatique. Cela veut dire que quand l'Union européenne ou les institutions européennes sont amenées à se déplacer à l'international, à aller participer à des sommets internationaux et ainsi de suite, c'est la Commission européenne, sont les représentants de la Commission européenne qui vont assurer cette fonction qui vont assurer cette fonction diplomatique. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur cette Commission européenne, si on la situe à peu près, si on souhaite avoir quelques chiffres sur cette commission, je disais un commissaire par État membre, donc actuellement 27 commissaires. En termes de... Alors, elle est située à Bruxelles. Si on regarde le nombre de personnes travaillant pour ces services, entre 30 000 et 35 000 fonctionnaires européens et contractuels travaillant pour les ordres de la Commission européenne. Et ce qui est très important, c'est que c'est une institution qui a pour vocation de défendre l'intérêt général de l'Union européenne. On a l'habitude parfois d'entendre que le Parlement représente les citoyens, le Conseil de l'Union européenne représente les États. La Commission européenne, elle, va représenter l'intérêt général et c'est pour ça qu'elle a le monopole de l'initiative au niveau de la législation. L'eurodéputé Mounir Satouri est l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer son engagement contre le nucléaire. Zone Europe, l'invité politique. Mounir Satouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et vous appartenez au groupe Les Verts, l'Alliance libre européenne. Et vous êtes notamment membre de la sous-commission sécurité et défense. Alors on va parler avec vous du nucléaire. Faire peur mais ne jamais utiliser, c'est la doctrine atomique. Le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, près de 2000 essais nucléaires ont été effectués dans le monde. La France, comme 8 autres pays au monde, dispose de cette arme nucléaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il faut maintenir cette dissuasion nucléaire? Je réponds qu'ils se trompent, que aujourd'hui notre planète dispose de suffisamment de bombes nucléaires pour la faire exploser 20 fois. Et qu'à côté du risque climatique, le risque nucléaire est important. Et qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce risque diminue et que les pays qui possèdent l'arme nucléaire en sortent dans une discussion internationale, de manière concertée certes, mais qu'on enclenche de manière beaucoup plus courageuse et beaucoup plus ambitieuse la sortie du nucléaire. Dire que si nous n'avons pas connu de conflit de haute intensité entre les grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale, pour vous, ça, c'est pas un argument recevable? Oui, c'est pas un argument recevable. D'abord, des conflits, on en connaît tous les jours. Si l'arme nucléaire était la clé de la paix, pourquoi aujourd'hui on empêche un certain nombre d'États d'y accéder? On est face à un armement dangereux qui coûte énormément cher. L'argent mis sur la dissuasion nucléaire pourrait être mis ailleurs. Et puis, l'armement nucléaire génère des conflits géopolitiques. La chaîne d'approvisionnement, on déstabilise un certain nombre de pays qui possèdent les matières premières en Afrique. Il y a des conflits territoriaux et régionaux qui existent. Et puis surtout, les essais nucléaires produisent des dégâts environnementaux. Là où les tirs sont réalisés, il y a des dégâts pour
la faune et la flore qui durent des décennies, voire des centaines d'années. Et puis on a des endroits où il y a eu des effets, y compris sur des civils. En Algérie, par exemple, les essais français ont produit des victimes directes, ceux qui travaillaient sur ces essais nucléaires, mais aussi des villageois autour qui n'ont rien demandé à personne, qui ont eu des problématiques de santé, il y a eu des décès. Et puis aujourd'hui en Algérie, on mesure encore les effets sur la pollution des sols. Sur le nucléaire en Algérie, on en reviendra juste après, mais je voulais revenir avec vous sur le financement. Donc le coût de la dissuasion nucléaire française est estimé à environ 4 milliards d'euros par an en France. Pour vous, c'est trop? D'abord, il y a quelque chose qui est terrible, c'est qu'on manque de transparence là-dessus. On ne connaît que le coût évalué à minima. Aujourd'hui, même quand vous êtes un député de la République française ou un sénateur, membre de la Commission défense, vous n'avez pas accès à la réalité des chiffres. Et donc, cette situation est intolérable, ce n'est pas démocratique. Moi, je plaide pour qu'il y ait un accès, notamment des parlementaires spécialistes de ces dossiers. Le secret défense ne peut pas priver la représentation nationale des informations. Ce n'est qu'un prix minimum. Et je suppose que le coût est beaucoup plus important que celui-là. On l'évalue entre 2019 et 2025 à quasiment 35 milliards d'euros. D'ailleurs, si le président de la République souhaite transférer le coût de la République française à l'Union européenne, ce n'est pas par hasard. Comme on connaît quelques difficultés budgétaires, avec l'opportunité de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, je pense que ça arrange financièrement la France pour que ce coût soit regardé à l'échelle européenne. Ça prouve que ça coûte très cher et que nous n'avons plus les moyens de le faire. L'ONU espère, je cite, qu'un jour toutes les armes nucléaires soient éliminées. Vous, c'est également votre volonté? Je l'espère et le plus tôt possible serait le mieux. Pour cela, il y a eu un traité, le traité de l'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017, mais tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire ne l'ont pas signé. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens, ce traité? Évidemment que ça va dans le bon sens. 122 pays ont déjà approuvé ce traité. Il est en cours de ratification. Je crois qu'on doit être, à l'heure où on se parle, à 45 pays qui ont ratifié le tien. Et on espère qu'avant la fin de l'année, la 50e ratification ait lieu et ça deviendra une norme internationale. Au clair, dans quelques mois, le droit international dira que posséder l'arme nucléaire est quelque chose d'illégal. Ça voudra dire que si on saisit la Cour internationale de justice là-dessus, celles et ceux qui développent et qui possèdent l'arme nucléaire pourront être dans l'illégalité. Même s'ils n'ont pas signé ce traité? Bien sûr, puisque c'est le droit international. Évidemment, moi je souhaite que mon pays, la France, qui est une grande puissance nucléaire, s'engage dans ce processus et par ce biais-là arrive à mobiliser d'autres États qui possèdent cette arme, à s'engager dans ce processus. Que le TIAN ne dit pas du jour au lendemain on arrête toutes les armes, mais quand on signe le TIAN, on s'engage dans un processus de réduction et d'élimination des armes nucléaires. Et moi je pense que la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui a été en avant-première sur plein de sujets, notre honneur aujourd'hui, face à des déstabilisations géopolitiques, aux risques qu'on a avec Trump aux États-Unis, qu'on a avec la Russie, avec la Chine, que la France retrouve une voie mondiale de la paix, de la préservation de notre planète, de la préservation de notre environnement, en devenant exemplaire sur la sortie du nucléaire. Alors, ce traité, il ouvre notamment des droits et des obligations concernant les victimes et l'assistance aux victimes, la remise en état de l'environnement, la coopération et l'assistance internationale. Pour vous, ce traité, il peut vraiment faire avancer les choses? Oui, j'allais dire enfin. Enfin, on va avoir un levier international qui oblige les États coupables, si j'ose dire, et je pense qu'il faut dire le terme, de réparer. On parlait tout à l'heure de l'Algérie, il y a des milliers de victimes, le sol est encore pollué. Et moi, je plaide pour que la France assume sa responsabilité en la matière. C'est peut-être une manière nouvelle et positive de revisiter la relation France-Algérie. J'ai organisé un webinaire il y a 10 jours sur ce sujet-là. On a l'idée à plusieurs parlementaires de créer une interparlementaire avec des députés français, des députés européens, des députés algériens, pour qu'il y ait une mobilisation autour de ce thème. Et justement, quel rôle peut avoir l'Europe dans ce processus? Est-ce que l'Europe peut jouer un rôle? L'Europe peut jouer un rôle formidable d'avoir de discussions, puisqu'on est... dans l'exemple très précis France-Algérie, un peu éloigné
du passé commun qu'ont ces deux pays-là. Et ça nous permet d'être un tiers dans la discussion positive. Et par le passé, l'Europe a démontré que sur des sujets dont elle n'était pas responsable directement, elle savait intervenir et soutenir les victimes, notamment par rapport aux mines. Et il y avait, sur les mines posées dans un certain nombre de pays, il y avait de responsabilité ni de l'Union européenne, ni même d'un des États membres de l'Union européenne. Et pourtant, l'Europe est intervenue en soutenant des programmes qui suppriment les mines, en accompagnant les populations, en aidant les victimes, les personnes qui souffrent d'handicap suite à des explosions. Et donc l'Europe, si elle le veut, pourrait aider, et c'est une manière pour elle de participer au débat international, pourrait s'occuper de ce sujet. En tout état de cause, mais en tant que parlementaire européen, je souhaite que l'Europe se mobilise et à travers le dialogue parlementaire, j'ai participé à la création d'un intergroupe informel avec des députés de différents groupes politiques, parce que ce n'est pas qu'un sujet d'écologistes, il y a des députés du groupe Renew, du groupe socialiste, même du PPE, qui participent à ce dialogue. Et l'objectif est de créer les conditions favorables à cette prise de conscience. Enfin, sur le désarmement nucléaire, l'Europe, est-ce qu'elle peut influer? Est-ce qu'il y a une politique européenne de non-prolifération des armes nucléaires? Il y a une politique européenne de non-prolifération, mais elle ne marche pas. On est sorti du multilatéralisme qui permettait le dialogue entre les grandes puissances, mais ça ne marche pas depuis quelques années, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce nouveau traité qui nous installe dans une nouvelle norme internationale. Et l'Europe peut porter cette voix, doit porter cette voix. Nous sommes un grand marché de consommation, une puissance économique importante, une puissance géopolitique importante. L'Europe peut jouer ce rôle moteur de dialogue entre tous les pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire, mais qui parfois sont concernés par les essais, par le réseau de fourniture des matières premières, etc. Et qu'aujourd'hui disent l'arme nucléaire est dangereuse, on veut en sortir. Et il y a des États européens qui ont déjà signé le tien. L'Autriche et d'autres pays européens l'ont signé. Donc vous voyez que ça bouge, y compris au sein de l'Union européenne. Vous êtes, je le rappelle, Mounir Satouri, membre de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Quelles seraient pour vous les priorités en matière de défense si on se passait de l'arme nucléaire? Par quoi la remplacer par rapport aux menaces qui évoluent chaque jour de plus en plus? Écoutez, le débat sur la défense européenne va bientôt s'ouvrir au sein du Parlement européen, et en tant que membre de la Commission, j'y participerai pour, avec mes collègues, construire ce que doit être une Europe de la défense. Et quoi qu'il arrive, je pense que le maintien de la paix, l'aide aux victimes et des conflits et du réchauffement climatique doit être un rôle qu'on assigne à cette défense européenne et à cette armée européenne si demain elle existe. Avant de se quitter, Mounir Satouri, je vous propose le Money Time. C'est une série de questions rapides, de questions-réponses rapides avec nos invités. Et donc commençons tout de suite. Pour vous, une tenue correcte pour aller à l'école, c'est quoi? Franchement, le sujet, c'est pas comment les gens doivent s'habiller. Je sais qu'en France, la manière qu'elle doit s'habiller les enfants et surtout les filles redevient un sujet politique. Jean-Michel Blanquer. Ouais, que les gens aient de quoi s'habiller, qu'ils s'habillent comme ils veulent. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école et comment on fait du commun et on devient citoyen et pas comment on s'habille. Quel est l'hymne européen? L'hymne à la joie. Quel serait pour vous le meilleur Premier ministre? Où ça? À Paris. À Paris, en France. Un écologiste, forcément. Mais qui? Ah bah, c'est un choix toujours collectif, c'est les écologistes. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, c'est pour de nombreux citadins un nouveau souhait en raison de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, moi j'habite la grande banlieue, donc j'habite presque la campagne. Évidemment qu'il faut favoriser cela, mais ça ne doit pas être un choix par défaut. Je pense que dans les nouvelles manières de travailler et de vivre, les endroits éloignés des centres doivent être des lieux de vie, des lieux d'accès à la culture, des lieux de consommation, de production. Et j'ai pas envie qu'on tombe dans les campagnes dortoirs. On a connu la banlieue dortoir, où on allait travailler en ville pour venir dormir en banlieue. J'ai pas envie qu'on recrée les campagnes dortoirs ou parce qu'il y a des transports en commun ou des transports qui vont vite, on s'éloigne pour aller vivre. Il faut qu'on puisse travailler, vivre, consommer dans les mêmes endroits. Quelle est la devise de l'Union européenne? La devise de l'Union européenne, c'est... vous me posez une colle. Unis dans la diversité. Unis dans la diversité, très bien. Et enfin, quel est le dernier livre que vous avez lu? Je suis en train de relire le livre d'Amin Malouf, Le manuscrit de Samarcande. Et par rapport à l'actualité très
bureaucratique ici à Bruxelles, ça me fait voyager. On ne peut plus voyager physiquement depuis quelques mois. Donc, je voyage grâce à cela. On voyage par les livres. Merci Mounir Satouri d'avoir été avec nous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? La fin des frais d'itinérance. Olivier Small nous en dit plus. Zone Europe. Quand vous êtes de passage en Belgique, sur la plage à Barcelone ou au bord d'une piscine à Mykonos, téléphoner, envoyer un SMS ou un MMS coûte le même prix que si vous étiez en France. En effet, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis le 15 juin 2017, une décision prise après une longue bataille, 10 ans de négociations entre Bruxelles et les opérateurs téléphoniques. Résultat, chaque appel, SMS, MMS ou consultation d'un site internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français. En revanche, si pendant une période de 4 mois vous passez plus de temps et consommez la majeure partie de votre forfait à l'étranger, votre opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires. Enfin, si les frais d'itinérance ont disparu dans les pays membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas ailleurs, donc si vous voyagez en dehors de l'Europe, pensez à désactiver vos données mobiles. Les expressions populaires, être enroué, les Français disent avoir un chat dans la gorge. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit einen Frosch im Hals haben, ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Italie, on dit aver un rospo in gola, ce qui veut dire avoir un crapaud dans la gorge. Au Royaume-Uni, on dit to have a frog in one's throat, ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge. En Espagne, on dit tener una rana en la garganta, avoir une grenouille dans la gorge. Et on dit aussi tener un nudo en la garganta, avoir une nœud dans la gorge. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bon week-end. Zone Europe sur Sensation.